Mais il faudrait aussi vous dire que cette population attend, ce n'est pas seulement parce qu'il y aura des taxes, mais cette population attend aussi présenter ses doléances, parce que c'est aussi un problème, ça. Monsieur Djesenoumbi, lors de différentes concertations organisées à travers le pays, donc tel que l'a demandé le chef de l'État, on a abordé cette question de la réforme administrative, mais plusieurs délégations qui ont été reçues au gouvernorat de province, nous avions entendu que bon, il faudra que ce processus puisse être d'abord retardé en attendant que tout soit fin prêt. Oui, c'est l'avis de certains. Katangais, effectivement, qui pensent qu'on devra attendre pour lancer... mais ce n'est pas l'avis de tous les Congolais, voyez-vous. En tout cas, la majorité des délégations qui étaient allées au gouvernorat ici au Katanga. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce n'est pas l'avis de toute la République. Donc nous n'allons pas faire une politique à deux vitesses. Nous n'allons pas lancer le découpage dans d'autres provinces, parce qu'il y a des provinces qui l'attendent vraiment. Il y a des provinces où ils voulaient... Vous savez très bien qu'en province orientale, il y a des provinces qui voulaient déjà lancer l'autonomie de leur province déjà il y a un mois, donc au mois de mai. Il y a des provinces dans l'Équateur qui voulaient déjà partir. Il y a des provinces au Kasaï qui... Donc il ne faudrait pas que l'on puisse réduire la République seulement au doute. Progressivement. Progressivement, c'est-à-dire quoi? Effectivement, nous y allons progressivement, c'est-à-dire nous allons installer les provinces avec les moyens qu'il y a, et nous allons doter ces moyens petit à petit. Non, pas province par province. Bon, en fait, on peut y aller, cela n'est pas un gros problème, mais il faudra rediscuter cela au niveau du Parlement, parce que la loi est sortie. Comment choisir ces provinces? Il faudrait que cela soit coulé encore en une loi. Ça risque encore de nous prendre un peu de temps. Moi, je pense qu'il y a des propositions, il y a des voies légales par lesquelles ces autorités peuvent passer pour faire des propositions. Moi, je ne suis pas contre les propositions, mais je me dis que le principe est salutaire pour la RDC et qu'il faut qu'on y arrive. Mais il ne faudrait pas que ces propositions soient des manières à traîner les pas ou à empêcher l'accomplissement de cette œuvre salvatrice, pour moi. Que répondez-vous à cette opinion qui estime que cette réforme administrative a été lancée subitement comme ça pour régler le compte à certaines autorités politiques? Régler les comptes par qui et contre qui? Si c'était pour régler des comptes à certaines personnes, bon, je suis désolé, moi je pense que ça ne devrait pas l'être. On ne gère pas un pays en règlement des comptes. Moi, je ne vois pas Joseph Kabila faire des règlements de comptes. Je suis la politique depuis les années 1989-90. Je suis la politique jusqu'aujourd'hui. J'ai connu ce qui s'appelle règlement des comptes depuis les années 90. Nous avons vu comment Mobutu le faisait. Nous connaissons comment ça se passait. Mais si aujourd'hui, Joseph Kabila devrait régler des comptes, je pense que les opposants devraient se retrouver tous en prison ou relégués dans leur village d'origine. C'est qu'il n'a jamais fait. Je ne pense pas que ce soit dans ce sens-là. Mais s'il y a des gens qui ont des preuves dans ce sens, je suis désolé, je regretterai. Mais je n'ai pas de preuves que c'était des règlements de compte. C'est une loi qui a été votée dans ce pays et nous voulons que cela puisse s'appliquer. Je ne vois pas en quoi cela est un règlement de compte. Et d'ailleurs, règlement de compte contre qui? Quand on demande de démembrer une province, décision qui avait déjà été faite, on règle des comptes à qui? Au peuple congolais ou à un monsieur quelconque? Pourquoi ne pas le faire en 2009, en 2011, subitement? Mais vous pensez qu'en 2009 ou en 2011, ces personnes-là ou ces personnalités n'existaient pas? Par contre, peut-être ne constituait pas un danger. Un danger par rapport à qui? Par rapport à la RDC? Si c'est par rapport à la RDC, alors là, il a raison. Mais par rapport aux ambitions? Non, mais on ne peut pas gérer un pays par rapport aux ambitions. Quelles ambitions? D'abord, je vous informe que Joseph Kabila ne sera pas candidat en 2016. Comment voulez-vous parler des ambitions? C'est vous qui le dites. Non, mais c'est ça la réalité. La Constitution le dit. C'est pas moi qui le dis. C'est la Constitution qui le dit. La Constitution nous dit que le chef de l'État termine son mandat en 2016. Moi, je ne vois pas le chef de l'État chercher à régler des comptes. Comment ça? Moi, je ne vois pas pour quelles ambitions. Moi, je ne vois pas. Au contraire, c'est peut-être ceux qui ont peur plutôt de bien se positionner par rapport à 2016, qui pourraient croire à une forme de règlement des comptes ou qui voudraient plutôt régler des comptes aux gens. Oui, Héritier Maïla. Alors, M. Djessé, vous revenez d'Iolomami. Est-ce que, d'après vous, sur le plan infrastructure, cette province est prête à être installée? Vous parlez infrastructure, vous voulez parler de quoi? Des routes
ou des bureaux. Des bureaux, des routes. Est-ce que vous avez déjà été dans la province de l'Équateur, M. Maïla? Est-ce que vous avez vu l'infrastructure qu'il y a à l'Équateur? Si vous l'aviez vu, vous n'alliez pas croire que l'Équateur devrait être une province. Devrons-nous alors annuler certaines provinces parce qu'elles n'ont pas d'infrastructure? Donc on doit continuer dans ce sens. Je ne veux pas dire ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit doter des infrastructures aux nouvelles provinces, effectivement. Mais ce n'est pas que s'il n'y en a pas, que nous puissions nous résigner à dire on ne le fera jamais. Parce que je dois vous dire une chose, que la province du Haut-Lomami était une district. Est-ce qu'on devrait avoir une district avec 100 bureaux? Une administration sans bureau? C'est des choses que nous ne devons pas relever aujourd'hui. J'entends des gens parler des préalables. Je voudrais revenir sur ces points du découpage parce que les gens en parlent un peu trop. Je voudrais vous dire une chose. Premièrement, aujourd'hui, pourquoi vous parlez du Haut-Lomami? Pourquoi vous faites trop allusion aux infrastructures qui manquent au Haut-Lomami? C'est parce qu'on parle de découpage, n'est-ce pas? C'est parce qu'aujourd'hui, on parle de la province et vous dites, voilà, c'est quoi ça comme province? Il n'y a même pas d'infrastructure. Et pourtant, c'était une district. On devrait avoir des infrastructures, c'est ce qui est normal. Aujourd'hui, on me dit, il n'y a même pas des routes, c'est enclavé. Mais oui, effectivement, c'est enclavé. Mais vous pensez que cette population qui vivait là-bas, elle sera population seulement quand ça sera une province? Non. Elle est une population congolaise, katangaise, au même titre que ceux qui vivent à Lubumbashi. Donc je pense qu'on devrait penser à eux. Si on ne l'a pas fait pendant des années, on devra le faire maintenant. Et je ne pense pas que ce soit une raison pour empêcher que l'on puisse aller au découpage. Je voudrais prendre les choses autrement. Moi, je me dis que le découpage puisse nous permettre, vous les journalistes, d'éclairer, ou plutôt de prendre vos caméras pour aller visiter ces provinces qui ne sont même pas viables, afin qu'aujourd'hui nous puissions mettre les moyens pour les rendre viables. Parce qu'on devrait déjà le faire, on ne l'a pas fait. C'est un échec qu'on a connu et nous devons prendre notre responsabilité. Parce que les moyens, nous devons les créer, voyez-vous. Lorsqu'on a créé la province du Katanga, vous savez très bien où était le gouvernorat. Ce n'était pas ce que nous vivons aujourd'hui. Lorsque le gouverneur du Katanga a pris cette province, vous savez très bien, il n'y avait pas toutes ces routes que nous avons, il n'y avait pas toutes ces infrastructures que nous avons, il n'y avait pas des bureaux des ministres comme ceux que nous avons aujourd'hui. Donc je pense que ça s'est fait pendant. Donc on a créé des ministères, et puis les ministères ont eu aujourd'hui des bureaux. Donc ce n'est pas pour autant que nous allons dire, parce qu'il n'y a pas de bureaux, nous n'allons pas commencer. Moi je pense que nous devons y aller. N'ayons pas honte de commencer, même s'il faut commencer avec un vélo. Alors, M. Dieu, c'est la fonction du ministre, c'est quand même une fonction d'excellence. Cela ne signifie pas qu'il faut avoir une grosse voiture pour être ministre. Je ne pense pas que ce soit ça le plus important. Le plus important, c'est de servir. Que les ministres circulent à moto ou bien... Même à vélo. Même à vélo. Si cela... Vous savez, quand nous faisons de la politique, nous ne la faisons pas pour nous. Mais ça sera dans quelle république, M. Jessé? Dans la République démocratique du Congo, où je pense que nous ne devons pas penser qu'être ministre, c'est-à-dire avoir beaucoup de moyens, avoir de l'aisance, pendant que ta population est en train de souffrir. C'est honteux. C'est honteux quand vous voyez ce qui se passe dans certains milieux et que vous voyez les élus de ces milieux-là pavaner dans de grosses voitures. Moi, je pense que c'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. On ne devrait pas. Moi, je vois plutôt les politiques avec une vocation de sacrifice. Il se dit, je roule à moto parce que ma population roule à moto. Vous êtes dans un village, dans un milieu où personne n'a la voiture, toi tu viens avec 3-4 grosses voitures et tu veux montrer aux populations que toi tu es riche. Je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de gérer. Moi j'aurais aimé un gouverneur qui roule à vélo, mais qui permet à sa population de vivre heureux. Monsieur Jessé, nous tendons vers la fin de ces magazines en toute vérité. Donc, l'actualité, c'est aussi la plainte déposée par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption et la fraude, Monsieur Luzolo Bambilesa. Ça fait la une. On a polémiqué dans tous les sens, et puis bon, donc des rumeurs ont couru dans tous les sens, certaines personnalités politiques ont été citées, mais ce qui est curieux, monsieur Jessé, c'est que c'est l'entourage du chef de l'État. Si cela s'avérait vrai que certaines personnes qui sont proches du chef de l'État sont impliquées dans la fraude et de la corruption, vous ne voyez pas que c'est un échec pour la majorité présidentielle. Une grande déception pour la nation congolaise. Une grande déception parce que on est en train de dénoncer une corruption, ou une grande déception parce que certaines personnes pensent qu'il serait
qu'il serait mal à l'aise par rapport à cela. Donc, les gens qui entourent le chef de l'État, qui doivent en principe l'accompagner par rapport à sa vision, à sa politique, mais ils sont trempés dans... Je pense que la justice est en train de faire son travail. Et nous, ce que nous demandons, c'est que la justice élève une nation. Nous demandons une seule chose, que le chef de l'État mène à bien, ou plutôt que la justice mène à bien ses enquêtes pour que les produits de ces enquêtes soient connus de tous, que nous sachions effectivement qui a fait quoi, qui a volé et quelles sont les sanctions qu'on doit lui donner. Qu'il soit proche du chef de l'État ou membre de l'opposition ou je ne sais où, parce que quand vous parlez de proche du chef de l'État, mais on ne peut pas gérer si on n'est pas proche du chef de l'État. Ceux qui gèrent sont de la majorité, donc on ne peut pas frapper ceux qui ne sont pas à la gestion. Ce sont ceux qui sont à la gestion qui peuvent être traduits en justice pour détournement. Parce que comment allez-vous traduire en justice un membre de l'opposition qui n'a jamais géré pour détournement? Ça n'a pas de sens. On peut être un homme d'affaires tout en n'étant pas au pouvoir. Mais là, le chef de l'État n'a pas parlé des hommes d'affaires. Le chef de l'État est venu présenter sa plainte pour les détournements. Alors, s'il y a des hommes d'affaires de l'opposition donc la fraude, la corruption, ce n'est pas l'apanage de seulement ceux qui sont au pouvoir. Et je ne pense pas que le chef de l'État ait parlé seulement de ceux qui sont au pouvoir. Mais s'il en est ainsi, parce que s'il en est ainsi, je pense que peut-être le chef de l'État voulait commencer à Jérusalem. Mais je ne pense pas que ce soit ainsi. Moi, je me dis, le chef de l'État présente un dossier et c'est au procureur de la République de mener les enquêtes et de pouvoir déterminer les responsabilités des uns et des autres. Parce que la plainte n'est qu'une présomption. Ce n'est qu'une présomption, ce n'est pas vraiment une accusation. Donc il y a des informations qui sont arrivées aux oreilles des services du chef de l'État et que le chef de l'État a présenté cette plainte. Et nous, la République, c'est la République qui présente sa plainte. Et la République n'a pas des amis. La République n'a pas d'amis. On ne va pas dire celui-ci est de la majorité. On n'a pas la majorité de la République. On a la majorité en politique, mais la République n'a pas d'amis. Donc la République a porté plainte et la République doit mener à bien cette plainte. Tu as un mot ajouté par rapport à ça? Juste une petite précision, est-ce que la majorité n'est pas en train de se fragiliser pendant ce temps avec cette plainte? Vous savez, on ne doit pas gérer le pays seulement par rapport à ses ambitions politiques ou par rapport aux ambitions politiques de sa famille. On gère le pays par rapport aux populations. S'il y a eu des fraudes et que cela impliquerait des hommes qui sont proches du chef de l'État, je pense que c'est tout à fait logique que ces hommes soient frappés. Parce qu'on doit donner la leçon à tous, on doit donner l'exemple par sa propre maison. Je pense que c'est tout à fait logique. Se fragiliser, ça c'est vous qui le pensez, mais nous on ne réfléchit pas. Le chef de l'État, je ne pense pas qu'il ait réfléchi en termes d'un homme politique. Il a plutôt réfléchi en termes d'un homme d'État. Monsieur Djessé, nous sommes à la fin de ces magazines. Pratiquement en 30 secondes, qu'est-ce qu'on retient? Ce qu'on retient, c'est qu'aujourd'hui, c'est le 30 juin. Je pense que c'est le moment de réfléchir comment refonder notre nation, comment réorganiser plutôt toutes les stratégies politiques. Et c'est ici l'occasion d'appeler toute la jeunesse congolaise, la jeunesse du Katanga, à s'organiser et à pouvoir préparer une relève. Parce que 55 ans après, c'est toute une génération qui s'en va et il y a une nouvelle génération. Et je pense que nous devons maintenant nous lever pour imprimer cette nouvelle logique, cette nouvelle dynamique politique pour que la RDC puisse vraiment être aux attentes de nos pères de l'indépendance, plus beau qu'avant. Et peut-être un deuxième élément, c'est de dire bonne fête à tous les Congolais qui sont en train de fêter aujourd'hui l'indépendance, au chef de l'État et au gouverneur de la province du Katanga et à tous les miens. Merci bien, Monsieur Djessé Numbi. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes cadre de l'ECT, l'éveil pour la conscience, le travail et le développement, parti qui est dirigé en province par le docteur Pablo Ngouaï. Que je salue. Merci bien. Héritier Maïla. J'ai dit merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir également. Merci à Monsieur John Djessé pour sa participation dans ce magazine en toute vérité. Fin de ces magazines, Jérémy Kazadi était au cadrage, la réalisation était assurée par Jean-Luc Malumba, la régie finale Yannick Stopira et une programmation de Patrick Adonis Numbi. Nous allons nous retrouver à la prochaine. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.